Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission d'Écho à contre-courant où nous recevons aujourd'hui Laurence Cialhomme. Bonjour, vous êtes économiste à l'Université de Paris-Nanterre et vous publiez ces derniers temps un nouveau livre, La fascination de l'ogre ou comment desserrer les taux de la finance aux éditions Fayard. Donc c'est un livre qui présente la capture de la société par le système financier, comment cette capture a été possible et comment on pourrait essayer évidemment de s'en libérer. Donc c'est un livre qui est assez pédagogique, qui est assez lisible pour le grand public et qui est, avant d'entrer dans le détail des positions que vous défendez, c'est un livre qui est d'abord le fruit de votre expérience personnelle. Oui, tout à fait. C'est le fruit de plusieurs expériences, en fait. C'est d'abord le fruit de mon expérience d'enseignant-chercheuse, c'est-à-dire que je travaille sur ces questions de stabilité financière et de finance depuis très longtemps. Je ne vous dirai pas depuis quand, voilà, par coquetterie, mais bien avant la crise. Donc ça, c'est une première inspiration. C'est également le fruit de discussions avec mes étudiants et de leur insatisfaction par rapport à la manière dont on leur enseigne l'économie et la finance. Et puis, c'est depuis 10 ans le fruit également d'un engagement citoyen auprès d'ONG. Donc, je suis membre qualifié de Finance Watch, et également auprès de think tanks comme Terra Nova ou l'Institut Veblen que j'accompagne ou un peu plus parfois. Et donc, au cours de cette expérience, enfin, un sociologue dirait d'observatrice participante, j'ai eu à me frotter aux positions du lobby bancaire, qui parfois sont des positions un peu rudes, disons, à l'égard d'universitaires qui s'opposent à leurs intérêts. Donc j'ai notamment beaucoup participé au débat sur la loi dite de séparation en France, ou sur l'union bancaire. À l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Où vous êtes là, pour le coup, confronté, rappelons rapidement, c'est une promesse de François Hollande Bien en 2012, sûr. de séparer les activités dites de marché, les activités commerciales de détail des banques. Le fameux discours du Bourget. Voilà, le discours du Bourget, la finance, c'est mon ennemi, voilà. Mon ennemi, c'est la finance. Et finalement, donc, ça a accouché après un travail de plusieurs mois, d'une loi à minima, notamment sous la pression du lobby bancaire. Tout à fait. D'ailleurs, l'histoire de cette loi et du cheminement a été très bien retracée par 2 journalistes, 3 journalistes dans Mon ami, c'est la finance, justement. Et donc, voilà, à la suite de ça, j'ai publié un certain nombre de notes, notamment réforme de la structure des banques, un enjeu démocratique majeur, parce que je pense qu'un des problèmes, c'est que tous les sujets finance échappent au contrôle citoyen, au nom de la complexité de la finance. Et j'avoue que je suis très naïve. Moi, j'ai cru au discours du Bourget. Donc, c'est pour ça que je me suis beaucoup impliquée dans le débat sur la séparation. Et lors d'auditions, notamment, j'ai dit aux parlementaires il faut être cohérent. Dès lors qu'on ne sépare rien, ce qui est le cas de la loi, il faut enlever ça du titre de la loi. C'est un problème de cohérence, quoi. Et donc, pour vous, ce qui a manqué, notamment dans cette expérience de la loi de séparation, c'est finalement la pression citoyenne. Et c'est aussi le but de ce livre, de pouvoir redonner aux citoyens, réarmer le citoyen avec des arguments compréhensibles, qui sont à la portée de tous, pour pouvoir justement s'emparer de ce sujet qui souvent est vu comme un sujet trop technique et difficilement... Bien sûr, mais qui vraiment nous implique tous. C'est-à-dire que si on a une crise financière majeure, eh bien ça a des conséquences en termes de finances publiques et la dérive qu'on a observée en matière d'endettement public dans plein de pays, elle est le fruit de finalement la socialisation des pertes qui ont été générées par la finance. On est face à des défis majeurs de transition écologique avec des nouveaux risques financiers climatiques. Oui, il faut en avoir conscience et il faut que le citoyen s'empare de ces sujets. Et le problème, c'est que la technicité est utilisée en fait par les banques pour enfumer en fait les décideurs publics. Et ce qui est très frappant, c'est que certaines décisions se prennent sur la base d'arguments qui sont tout simplement faux. Quand le lobby bancaire passe son temps à dire « attention, si on est trop capitalisé, si vous nous demandez trop de capital, on financera moins l'économie », c'est tout simplement faux. Les études empiriques le montrent et les travaux de la BRI le montrent. Et pourtant, c'est répété comme un mantra. Et sur cette base-là se prennent des décisions qui nuisent à l'ensemble de la collectivité. Alors on a commencé à entrer dans le vif du sujet, qui est cette capture dont vous parlez dans ce livre, la capture de la société par le secteur financier.
Quand on écoute le secteur financier, le lobby financier, ou les grands banquiers français notamment, on a l'impression que finalement on a encore un secteur financier comme on avait il y a 50 ans, qui fait de l'intermédiation entre les épargnants finalement et ceux qui ont besoin de capitaux, les entreprises ou d'autres, et que ces gens-là ne font que de porter des capitaux d'un endroit à un autre. Or, évidemment, depuis 50 ans, les choses ont beaucoup changé, c'est ce que vous racontez dans ce livre, et ils ont changé au point de changer la société avec eux d'une certaine façon. Bien sûr, tout à fait. Et donc, la libéralisation de la finance, c'est un des grands aspects, un des gros pendants du néolibéralisme, de ce grand basculement qui implique une nouvelle condition une nouvelle conception de l'État, qui est un État beaucoup plus minimaliste, un État moins protecteur. Donc tout ça fait partie d'une vision d'ensemble de ce que doit être une économie de marché. Et la libéralisation financière a été portée par des écoles de pensée. Ce qui est très très étonnant, c'est que 10 ans après la crise, une crise qui quand même a été une crise majeure et dont certains pays payent encore le coût, eh bien, étonnamment, les choses n'ont pas tellement changé et le discours n'a pas tellement changé. Quand on veut réactiver les financements en Europe, à quoi on pense? À réactiver la titrisation. Avec l'union des marchés de capitaux. Donc la titrisation, c'est la transformation d'activités réelles finalement en produits financiers. C'est-à-dire c'est en fait transformer des crédits qui sont des relations bilatérales, voilà, on les met ensemble et puis on les sort des bilans des banques et puis en contrepartie de ça, on émet des produits financiers qui s'échangent sur le marché. Et puis après, du coup, on ne sait plus où sont les risques. Donc ça pose des tas de problèmes. On l'a vu à l'œuvre au moment de la crise et on continue à raisonner à travers ce prisme-là, sans penser une finance autre. Si on rentre un petit peu dans ce détail de cette capture, on voit qu'il y a deux formes finalement de capture de la société par la finance. Il y a le secteur financier lui-même qui prend de l'importance dans l'économie, une hypertrophie du secteur financier, puis il y a aussi l'impact qu'il a, je dirais, sur la société réelle, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que toute l'économie se financiarise d'une certaine façon. Tout à fait. Et c'est ça qui est dramatique, je trouve, c'est qu'effectivement, la logique financière, elle imprègne absolument toutes les sphères de l'économie. C'est-à-dire que les marchés de matières premières sont financiarisés, et ça a été dénoncé par de nombreuses ONG. C'est-à-dire qu'on peut avoir des spéculations sur des marchés de matières premières qui vont générer des famines à certains endroits. Vous avez la gouvernance des grandes sociétés cotées qui est financiarisée, et donc ça c'est le principe de la valeur actionnariale. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave, ces grandes sociétés cotées, et puis l'emploi, après tout, c'est essentiellement hier. Oui, mais sauf que ça diffuse sur l'ensemble de la société. C'est eux qui sont les donneurs d'ordre. Voilà, et c'est reporté sur les fournisseurs, etc. Donc ça veut dire que le travail est devenu une valeur d'ajustement, un peu comme dans la finance, finalement. Ceux qui portent les risques maintenant, c'est les épargnants. Finalement, une grande partie de l'activité financière qui est de gérer les risques, porter les risques, etc., pour beaucoup, elle ne les porte plus en réalité. Elle les transfère sur d'autres acteurs de la finance. Et ça, je pense que ça doit être dit. Et donc, on a le sentiment d'avoir ce secteur de la finance un peu hypertrophié qui se diffuse partout et qui finalement tient un peu en otage le reste de l'économie et les États, évidemment. Bien sûr. Et ça aussi, on l'a vu dans la crise de 2008, mais d'une certaine façon, on le voit encore aujourd'hui, notamment avec la fusion programmée entre Deutsche Bank et Commerzbank en Allemagne. Tout à fait. Alors ça c'est vraiment un exemple type. C'est-à-dire que les États ont tendance à penser qu'il y a une convergence d'intérêts entre les champions nationaux, et le terme veut dire quelque chose, on a nos champions nationaux, et l'intérêt général. Et Commerzbank et Deutsche Bank, la fusion qui est voulue par l'État fédéral allemand, c'est au nom de quoi? C'est au nom de la souveraineté. Or, c'est une aberration économique. Et les analystes financiers le disent, c'est pas une position de principe que j'ai. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous associez deux canards boiteux, deux banques qui ne se sont pas encore relevées véritablement de la crise, alors que ce ne sont pas ces banques qui financent les PME en Allemagne. Donc c'est vraiment une emprise idéologique. Dans l'ouvrage, je parle de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à ce mécanisme d'ascendant psychologique qui peut faire que certaines victimes défendent leurs ravisseurs finalement et adhèrent aux valeurs de leurs ravisseurs. C'est un peu la même chose. On a cette espèce d'ascendant idéologique qui fait que la haute administration, les décideurs publics
adoptent la vision du monde de la finance. Alors évidemment, c'est favorisé par cette espèce de porosité qu'il y a entre ces deux mondes, hein, où les allers-retours vont. Et ce qui est très très préoccupant, c'est que je pense que ça alimente énormément le populisme, parce que la société civile n'est pas aveugle, elle le voit ça, et ça pose le problème de l'impartialité de l'État, ça pose le problème de la loyauté. Quel intérêt on défend en réalité? On va justement un petit peu revenir là-dessus, sur les ressorts de cette capture. Vous avez évoqué les ressorts idéologiques, on ne va pas y revenir, mais ces portes tournantes, ce qu'on appelle ce pantouflage entre la haute administration et le secteur financier, très prégnant en France. On sait que c'est très important dans notre pays. Vous aviez dirigé il y a quelque temps, je crois, enfin vous avez participé à un rapport de Terra Nova sur les conflits d'intérêts. Comment vous évaluez l'importance justement de ce conflit d'intérêts dans ce phénomène de capture de l'État et de l'économie par la finance? Alors je pense que les portes tournantes, c'est la face émergée en fait de cela, c'est-à-dire que donc c'est le fait que il y a une mobilité très forte et qui est favorisée par le nouveau management public, c'est-à-dire la nouvelle conception de l'État portée par le néolibéralisme, de ce va-et-vient en fait. Donc on vend ça par des transferts de compétences, par la technicité, etc. Et donc on a des tas d'exemples, hein. Emmanuel Barroso qui va chez Goldman Sachs en plein Brexit. Le dernier en date, c'est Campa, qui était le lobbyiste en chef de Santander, qui est une des grandes banques systémiques de la zone, qui prend la tête sans aucun délai de viduité, hein, qui prend la tête de l'autorité bancaire européenne. Donc bon, voilà, mais ça c'est la face émergée. Mais il y a tout un tas d'autres choses qui se passent sous les radars. C'est-à-dire par exemple, si vous regardez les travaux du Corporate Europe Observatory, qui est une espèce de think tank ou une ONG bruxelloise, je ne sais pas exactement quel est son statut, ils quantifient en fait l'impact des lobbies. Et ils ont notamment fait un rapport en 2014 qui s'appelle The Firepower of Financial Lobbies, c'est-à-dire la force de frappe en fait des lobbies financiers, où ils quantifiaient, je crois, à 1700 lobbyistes, les lobbyistes financiers à Bruxelles. Et encore, c'est ceux qui se déclarent sur le registre des lobbies, hein, sachant que ce n'est pas obligatoire. Donc c'est beaucoup plus important. Ils ont fait un rapport en 2017 sur les comités qui conseillent la BCE, sachant que ces comités ont une importance très forte, puisque la BCE maintenant s'occupe de questions de stabilité financière. Donc ils ont montré que je crois qu'il y a 22 comités. Dans ces 22 comités, je sais pas, il y a quelque chose comme 100, 130 postes, quelque chose comme ça, 130 sièges, et il y en a 508 qui sont par l'industrie financière, quoi. Donc ça veut dire que les espaces en amont de la décision publique, là où il faut être pour peser, sont complètement verrouillés par l'industrie. Et donc, ça pose un vrai problème démocratique, ça, parce que les nominations dans ces comités se font de manière totalement opaque. C'est pas un appel, à candidature, où on examine les CV, où on auditionne. Pas du tout. C'est beaucoup de la cooptation, ça se fait de manière très... Et donc, ça veut dire que la Banque centrale, qui est vraiment devenue hyper puissante, les banques centrales, bien, ont l'oreille, prêtent l'oreille aux intérêts de la finance, beaucoup plus, en fait, qu'aux intérêts de la société civile. Alors, vous le dites en tout début de votre livre, finalement, la finance, c'est pas le mal en soi. C'est un élément important, finalement, du financement de l'économie. C'est son nom, la finance. Et ça, je dirais, c'est quelque chose qu'il faut aussi rappeler, puisqu'on est sur un système où le secteur financier est devenu hypertrophié, mais d'une certaine façon ne joue plus le rôle que vous prétendez que la finance doit jouer. Et qui est présenté dans les manuels. Et qui est présenté dans les manuels et par les lobbyistes comme étant celui que la finance fait aujourd'hui, qui est celui de l'intermédiation bancaire, du lien entre ceux qui ont des capitaux et ceux qui en ont besoin. Et donc, c'est pour vous important de replacer ce rôle fondamental de la finance dans l'économie au cœur de la pensée. Parce que contrairement à la caricature que peuvent faire certains de mes détracteurs, notamment des lobbies bancaires, ce n'est pas une campagne anti-finance. Enfin, je veux dire, je sais très bien que la finance est fondamentale à une société. C'est ce qui lui permet de se projeter. C'est ce qui permet à l'individu, qui a sa chaudière qui lâche, et bien d'obtenir un crédit, et donc de desserrer les taux qu'il y a qui seraient liés aux revenus qu'on a à une période donnée. Donc effectivement, la finance est fondamentale, mais une finance qui soit au service de la société, qui remplisse ses rôles, c'est-à-dire qui a un rôle de financement, qui est un rôle d'évaluation des risques, de transfert intersectoriel et intertemporel
des flux financiers. Et là, dans ce domaine, le fait qu'on soit dans une finance qui est hyper court-termiste aujourd'hui, du fait de la prégnance de la finance de marché, c'est un énorme enjeu pour la transition écologique. C'est un frein considérable pour la transition écologique. Et donc, d'où l'impératif de desserrer en fait cet étau, parce qu'on est face à des défis en termes de financement, mais qui imposent d'avoir une finance autre. Est-ce que finalement, vous diriez que la façon dont la finance se présente aujourd'hui à la société, c'est un mensonge, c'est-à-dire qu'elle fait croire qu'elle fait ce travail que vous avez décrit, mais qu'en réalité, elle fait un autre travail. Pour une part, elle le fait quand même. Il ne faut pas dire qu'il ne finance rien, bien sûr, qu'il continue à financer, mais plus une banque grossit, plus la part qu'elle consacre aux opérations de véritable financement de l'activité est faible. Et ça, c'est étayé par de très nombreux travaux. Parce que les banques, elles grossissent par leur activité de trading, en fait. Elles ne grossissent jamais par leur activité de banque commerciale, c'est-à-dire de crédit. Donc oui, et puis le gros problème qu'on a, c'est que le financement aujourd'hui, c'est beaucoup du financement d'actifs déjà existants. Quand vous financez de l'immobilier, vous financez un actif qui déjà existe. Et donc, potentiellement, vous financez une bulle. Quand vous financez, quand on s'endette pour acheter des actifs financiers, c'est pareil. Donc, en fait, ce qu'il faut regarder comme activité de financement, c'est vraiment des activités nouvelles, le financement d'investissements nouveaux. Et ça, c'est très marginal, en réalité. C'est excessivement marginal dans l'activité des banques. Et ça expliquerait, en termes macroéconomiques notamment, la difficulté qu'on a aujourd'hui à avoir une croissance plus soutenue, qu'on l'a, une croissance potentielle, on va dire, plus importante qu'on l'a, notamment à cause de la productivité qui reste très faible. Des travaux montrent le fait qu'au-delà d'un certain seuil, c'est-à-dire avant la crise, on pensait que le développement financier, c'était un facteur de croissance. Et en fait, des travaux post-crise montrent qu'au-delà d'un certain seuil de développement de la finance, tout ce qui va au-delà, au contraire, ça réduit la croissance. Alors, il y a plein de raisons à ça, mais notamment, il y a trop de finance tue l'économie. Exactement. Et ça, c'est très bien étayé maintenant. Notamment à la BRI, ils ont fait beaucoup de travaux sur ces questions-là. La Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales, qui est à la Banque des règlements, exactement. Et ça, c'est, enfin, je veux dire, on le sait. Et tous nos systèmes sont très au-dessus de cette limite. D'où le problème majeur, quoi. Il faut absolument arriver à dégonfler cette sphère financière et remettre la finance dans son Alors, comment on fait justement, comment on en sort de cette capture? Est-ce que vous avez quelques pistes pour terminer sur cette façon de se libérer finalement de cette fascination? Alors, j'en ai plein, mais il n'y en a pas une, il n'y a pas une solution miracle. Il faut prendre tout un tas de mesures qui, ensemble, vont réussir à faire quelque chose. D'abord, il faut agir sur la manière dont on forme les futures élites de la haute administration, et en ayant une vision plus plurielle en fait, et moins fantasmée de la finance, en faisant plus d'histoire économique, en étant plus formé à l'éthique, mais en décryptant des fraudes financières, etc. Bon, il y a ça. Il faut que les écoles de relativiser d'une certaine façon la théorie qui fait de la finance, il faut en tout cas la challenger. En tout cas, il faut la challenger. Il faut la challenger, et actuellement, il n'y a pas suffisamment d'ouverture et de diversité. Ça, c'est une première chose. Il faut ouvrir les espaces de décision publique. C'est-à-dire qu'il faut que qu'il y ait une traçabilité de la prise de décision publique, qu'on sache sur la base de quel argument ça a été pris, qui a été reçu, est-ce que les arguments est-ce qu'il y a eu des arguments contradictoires, et si les arguments sur la base desquels, qui sont présentés sont faux, il faut en faire publicité. Pour ça, pour ouvrir les espaces de décision publique, il faut laisser plus de place aux ONG, aux chercheurs indépendants, aux représentants des consommateurs, des investisseurs, etc. Mais pour les ONG, le problème qu'elles ont, c'est qu'elles sont sous-financées. Jamais Finance Watch n'aurait existé s'il n'y avait pas eu un amorçage par la Commission européenne à l'initiative d'un certain nombre d'eurodéputés. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un problème de base d'économie publique. Si une ONG gagne un combat qui bénéficie à tous, personne ne peut être exclu du bénéfice de ça. Et donc tout le monde est incité à ne pas le financer. C'est précisément pour ça que la construction des routes est financée par impôt, par exemple. Parce que, comme on ne peut pas être exclu de cet usage, on sous-finance en réalité. Si on nous demande combien on est prêt à payer, on dit moins que ce qu'on serait en réalité prêt à payer. Donc il faut subventionner ça, parce que sinon, vous avez des toutes petites équipes, elles peuvent même pas aller dans les différentes commissions, parce qu'ils ne sont pas assez, tout simplement. Ils sont obligés de faire des choix cornéliens sur les dossiers qu'ils traitent véritablement. Donc ça, c'est une autre proposition, à mon avis, qui me semble importante. Il faudrait aussi que la supervision
bancaire ne soit pas uniquement sur des données chiffrées, c'est-à-dire des ratios financiers, etc. Pour ça, il faudrait que les superviseurs supervisent la culture d'entreprise en matière de conflit d'intérêts. Parce que la finance a également en tout cas les grandes banques systémiques ont également cette caractéristique d'être productrice d'énormément de scandales financiers. C'est-à-dire que c'est un peu comme si de manière systémique, c'était un terrain propice en fait. La culture des entreprises qui favorise finalement. Mais la structure même en fait, les banques universelles systémiques sont des nœuds de conflit d'intérêts. Et donc, il faut décomplexifier la finance. Il faut décomplexifier la finance et les structures de groupe, mais également les produits financiers, les pratiques financières, et on aura déjà fait une grande partie. Et la séparation bancaire, c'est quelque chose qui doit rester alors pour moi, oui, c'est objectif. Pour moi, c'est la mère des réformes. On a manqué le coche complètement. Bon, en même temps, on a des textes, on a des travaux qui sont faits. Et si en cas de crise bancaire grave, on peut les ressortir peut-être. Mais oui, je pense que c'est la mère des réformes. Pourquoi ? Parce que c'est une réponse au too big to fail. C'est une réponse en fait aux subventions implicites, c'est-à-dire au fait que de facto, comme les banques vont être sauvées, elles se financent moins cher, c'est comme si elles bénéficiaient de subventions, donc c'est des distorsions de concurrence. Ça rend possible la résolution des banques, c'est-à-dire que pour qu'une banque, il faut qu'on puisse séparer des activités. La résolution, c'est le sauvetage. C'est le sauvetage des banques, mais en mettant peu de fonds publics, c'est-à-dire en démantelant les groupes, en les faisant racheter une partie par l'un, enfin ce genre de choses. Et puis, surtout, il faut prendre les banquiers au sérieux. C'est-à-dire que tous les banquiers qui sont enlisés dans ces scandales de fraude, je sais pas, d'évasion fiscale, d'ouverture de comptes fictifs, enfin bref, une de leurs lignes de défense, c'est ces établissements sont trop gros pour être gérés, trop complexes pour être gérés. Il faut les prendre au mot. Effectivement, c'est trop gros et trop complexe pour être géré. En économie, on dit qu'il y a des inefficiences X, c'est-à-dire que, en fait, à un moment, les coûts qu'il y a à contrôler comment les choses se passent à l'intérieur, sont supérieurs aux avantages du fait de grossir, en fait. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Laurence d'être venue nous présenter ce livre. Donc je rappelle le titre, La fascination de l'ogre aux éditions Fayard. Et j'invite tous nos spectateurs à y jeter un coup d'œil parce que c'est un livre intéressant. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de l'Écho à contre-courant.